المشتركين من حلقة الندوة سأحاول أن أتقاسم معكم التجربة الجيولية في المغرب، دراسة كنت بها منذ سنوات على التجربة الجيولية في المغرب في إطار بحث الدكتوراه، والآن أرى أنه من الواجب ومن الضروري العودة إلى التاريخ من أجل تقييم أفضل ومن أجل إعطاء نظرة مستقبلية من خلال مناقشة مع رفيق نبيل قانون الجهة ومطروح النقاش في الساحة الوطنية. تسمح لي أن نعرف تم تحضيره باللغة الفرنسية ولم يبقى لي متسع من الوقت لمحاولة ترجمته، ولكن أظن أنه بسيط، وإذا اقتضى الحال إلى التفاعل سيكون التفاعل بلغتين عربية وفرنسية حسب التدخلات تاع الحضور الكريم. Alors, ici, j'aimerais bien partager avec vous cette plateforme historique dans laquelle je fais la dissociation, et ce sont des étapes historiques qui sont très bien précises à l'échelle bien depuis longtemps. C'est pourquoi je les ai partagées en 5 étapes ou bien 5 axes. D'abord, pour savoir quand est-ce que la région est apparue au Maroc en tant que notion, concept nouveau, etc. Son apparition sous la logique de l'exploitation coloniale au départ. Puis, dans une deuxième phase, juste après l'indépendance politique du pays, il y avait un essai de remodelage de la configuration territoriale du pays, mais bien sûr sous des héritages de la colonisation et avec des innovations qu'on va voir ensemble. Puis en troisième lieu, c'est la régionalisation de 1971, dite économique. On va voir est-ce qu'il y avait vraiment cette logique économique ou non dans cette régionalisation, ou bien dans cette expérience de presque 25 ans. L'adoption par la suite des 16 régions en 1996, gérée par une logique politique, essentiellement politique. Puis, je vais essayer de discuter un premier pas, un premier geste sur le projet de découpage en 12 régions pour laisser le volet des tâches assignées à la région et des compétences assignées à la région au niveau de la discussion avec notre camarade Nabil Seyfi. Avant la période coloniale, j'aimerais bien donc commencer par une période précoloniale d'abord, où il y avait, selon les historiens, ce qu'on appelle un certain régionalisme, non pas une régionalisation. Parce que les critères de distinction entre les espaces territoriaux au départ, ce sont des critères essentiellement tribaux, c'est-à-dire à caractère tribal ou bien à caractère ethnique. Il y avait des grands tribus au Maroc, Zayan, Ziyad, etc. Donc il n'y avait pas une régionalisation au sens politique et au sens économique, mais c'était un régionalisme. Il est qualifié par les historiens comme un régionalisme. L'étape sur laquelle j'ai mis l'accent, c'est l'apparition de la région. Donc, il y avait une région qui est apparue, mais sous la logique d'exploitation coloniale, c'est-à-dire que c'est le colonisateur qui a mis en place un certain type d'organisation basée sur ce qu'on appelle les régions civiles et les régions militaires. Et donc, vers la fin du protectorat, pour passer un petit peu dans l'histoire, il y avait 3 régions civiles et 3 régions militaires. Civiles, c'est Rabat Casablanca, et régions militaires, Nes et Marrakech et Agadir. Les caractéristiques de cette période, c'est qu'il y avait un système productif, pour parler un petit peu sur le plan économique. Mais le système productif qui a été établi à cette époque, bien sûr, sous la logique d'exploitation coloniale, il est donc tourné vers l'extérieur. C'est l'expatriation, c'est l'exploitation des richesses nationales, c'est l'ouverture sur la mer, c'est l'importance accordée à l'axe Casablanca-Kénitra, etc. Donc, c'est voilà l'une des caractéristiques de cette période. Deuxième caractéristique, c'est qu'il y avait une modernisation. Mais
c'est une modernisation qui est transposée. Elle n'est pas originaire de l'évolution de notre pays. Et donc, ceci a causé ce qu'on appelle le dualisme. Et le dualisme sur le plan économique, il donne naissance à plusieurs difficultés et plusieurs disparités, parmi lesquelles la création du secteur moderne et du secteur traditionnel. Le secteur moderne, il est tourné beaucoup plus, ou bien a un caractère capitaliste, mais colonial. Le secteur traditionnel, il est resté attaché, donc, ou bien auquel il est resté attaché la majeure partie de la population. Et bien sûr, entre les deux, il y a un déphasage donc, important. Je passe à la période d'indépendance, ou bien d'après-indépendance. Il y avait des héritages, bien sûr, sous cette période. C'est l'effet de la domination, la désarticulation et l'appauvrissement du Maroc. Ce qui est légué, ou bien ce qui a constitué un legs pour le Maroc, c'est l'économie du pays et la société du pays. La société, elle a vécu donc ce qu'on appelle le dualisme. Il y avait le secteur moderne et le secteur traditionnel, c'est-à-dire sans relation. Il y a une déconnexion parfaite entre les deux, des articulations, des structures, etc. Et puis des déséquilibres économiques, sociaux et spatiaux qui nécessitent normalement un traitement réfléchi, mais malheureusement, on va voir les innovations dans ce domaine. Il y a le retour non pas à la région, mais à la province. C'est-à-dire que les réflexions vont se focaliser sur la province et non pas sur la région, en tant que concept économique qui a une dimension politique, etc. Mais généralement, c'est la provincialisation qui a constitué l'innovation pour les pouvoirs publics à cette époque. Ils ont adopté aussi la planification parce que pendant cette période, il est reconnu comme un modèle et comme un moyen efficace pour résoudre les problèmes du développement économique et social. C'est ce qui a été poursuivi par régionale. Mais c'est une régionalisation d'un plan qui est établi à l'échelle nationale, d'accord, et donc qui prend en compte seulement des données d'ordre régional. La province donc va demeurer l'unité territoriale privilégiée pour pratiquer la planification aux dépens de la région. Les conséquences même des politiques poursuivies à l'intérieur de ces plans, elle a fait aggraver les déséquilibres d'ordre spatial et d'ordre social. Parce qu'il s'est basé sur les régions déjà développées dans le cadre du système colonial. Et donc, c'est là où il y a l'infrastructure déjà prête, là où il y a déjà des projets, ce sont les zones qui ont été privilégiées aussi par les pouvoirs publics et il n'y avait pas cet effort de réduction des disparités entre le Maroc utile et le Maroc inutile. Donc, même, ce n'est pas seulement l'héritage colonial qui a contribué aux disparités régionales, mais c'est aussi les politiques poursuivies par les pouvoirs publics qui n'ont pas pris conscience de cette orientation et donc ils ont creusé ces disparités. Je passe directement à la régionalisation de 1971, qui est dite et réclamée dans les textes officiels comme une régionalisation économique. D'abord, parmi les remarques, il y a le fait que le découpage n'était pas démocratique. Il était de nature technocratique, qui ne déborde pas le cadre politico-administratif. Le groupe d'études régionales qui a été spécialisé, comme le cas actuel de la CCR, de la Commission de la régionalisation, il y avait le groupe des études régionales qui avait pour tâche d'établir un modèle de régionalisation au Maroc. Sa constitution, en pratique, c'est une commission interministérielle. Aucune participation des autres acteurs de la vie publique. C'est un découpage donc par le sommet, il était présidé par le ministre de l'Intérieur.
par le ministre, plutôt par le Premier ministre. C'est un découpage donc par le sommet. Il n'y avait pas de tentative de démocratisation de ce processus. Même les critères adoptés n'étaient pas clairs. Il y avait une confusion et une ambiguïté au niveau des critères utilisés dans les 7 régions adoptées. Et en même temps, en lançant le fait qu'il va y avoir une régionalisation, il y avait toujours la provincialisation. Cette provincialisation, donc, surtout à partir de 1973, elle s'est accélérée, plus que l'ordinaire. Par la suite, c'était l'émergence de la wilaya. C'est un nouveau cadre à partir de 1981. Aussi, la création successive des wilayas, elle était présidée par une logique sécuritaire, tout comme la logique sécuritaire qui a dominé la provincialisation. Donc, c'est généralement suite aux émeutes populaires, c'est le cas de Casablanca en 1965 et 81 notamment, certaines villes du Nord en 1984 et d'autres grandes villes en 1990, notamment Fès, Marrakech et Knesset. Donc la province demeure toujours l'entité de base pour le contrôle et la gestion, et non pas, c'est-à-dire le souci d'une région qui contribue au développement n'existe pas jusqu'à cette étape historique. Deuxième critique de cette expérience, c'est sur le plan économique, c'est-à-dire lorsqu'on a le pouvoir public ont prétendu constituer une région économique. Or, les théories développées ont été dépassées à cette époque. Les théories développées sur la régionalisation à travers le monde, les pouvoirs publics ont essayé de les appliquer, mais l'application a été erronée. D'abord, il y avait l'influence des théories développées en Europe, notamment la théorie des pôles de développement. C'est la logique qui a présidé derrière la constitution des régions avec des pôles. Le pôle, normalement, il doit créer un développement pour les centres périphériques, mais nous avons constaté, à travers l'expérience des 25 ou 26 années d'application de cette région, que ces centres ont tourné le dos aux périphériques. D'accord? Donc, c'est généralement les espaces périphériques demeurent sans développement. La deuxième théorie, c'est celle de la base exportatrice. Cette théorie en économie, normalement, nécessite l'ouverture sur la mer. C'est la logique ici d'ouverture qui prévaut. C'est l'une des recettes pour le développement, mais son application au Maroc, c'est vu la situation économique qui est léguée et les problèmes historiques et de colonisation, il n'était pas donc efficace à ce moment-là. Il n'était pas efficace. Donc le seul issue, bien la seule sortie, bien la seule recette appliquée, elle ne va pas constituer, je dis ici, ne constitue pas une baguette magique pour sortir des problèmes d'ordre structurel. Parce que pour rendre dynamique notre économie, c'était à l'époque, ce n'est pas l'exportation qui va constituer donc, le sauvetage pour cette situation, mais ça doit être au moins accompagné par d'autres mesures. Donc, on constate que c'est la logique de l'ouverture, surtout avec les dessins donc, de la libéralisation notamment. Et donc le souci du marché mondial, c'est celui qui perce derrière l'ouverture sur l'extérieur, parce que la majorité des 7 régions, des 6 régions presque, oui, la seule région c'est le centre-sud qui n'a pas d'issue sur la mer. Donc l'adoption d'une carte régionale totalement déséquilibrée. La même chose par rapport au statut ou bien aux compétences assignées à la région, dans la régionalisation de 71. Je dis ici que ce sont des régions économiques, mais qui n'ont pas un statut et qui n'ont pas d'horizon. D'abord, il y avait la mise en place d'un certain nombre d'institutions à caractère central et régional, mais l'Assemblée régionale consultative
qui a un caractère régional, qui doit être porteuse c'est-à-dire de développement économique, elle est réduite dans les textes à un simple cadre qui reçoit les décisions économiques d'ordre étatique. Donc, il n'a pas d'autonomie et il n'a pas cet aspect régional. La conséquence, ce sont des régions, bien c'était des régions sans compétences, dépourvues de moyens de fonctionnement financiers et humains, donc ils n'ont pas une vocation économique. La région, dans ce cas, va se trouver tiraillée entre deux éléments, deux fonctions difficiles à concilier. D'abord, la prééminence de la province, ce n'est pas la région qui est importante, c'est la province, et la fonction économique ne peut guère fonctionner et émerger avec ce simple statut consultatif, et elle n'a pas un rôle économique. Donc, le système s'avère hyper centralisé, et c'est l'une des causes d'aggravation des disparités intra- et interrégionales. D'où l'échec de l'expérience, à mon avis, de la régionalisation, malheureusement durant un quart de siècle, 26 ans de mise en pratique de cette expérience. Pour l'adoption des 16 régions, je dirais que ce sont des déterminants politiques qui se cachent derrière l'adoption des 16 régions. D'abord, il y a un contexte, nous devons rappeler, pendant les années 80 et 90. Donc on peut dire qu'il y avait des facteurs internes d'application des 16 régions. C'est une période, les années 80-90, c'est la période des crises économiques et aussi d'ordre social. Les causes s'interfèrent qui marquent cette période. Il y a d'abord les effets de la décennie de passe, l'application du pass de 83 à 93, qui avait des répercussions sur le tissu social, donc il y avait l'aggravation du chômage, de la pauvreté, etc. Il y a aussi l'impact de la privatisation, processus qui s'est accéléré pendant cette période, la détérioration du secteur public. Il y a le désengagement de l'État, qui met explicitement donc le Maroc, ou bien le pays, dans la voie libérale. C'est une voie qui a déclaré irréversible, selon le discours de Hassan II à l'époque. Les difficultés financières et économiques, les déséquilibres des régions, le problème d'urbanisme, le problème d'aménagement du territoire et les problèmes d'emploi. Donc, ce sont des facteurs internes qui vont pousser les pouvoirs publics à réfléchir à une autre expérience de régionalisation. Des facteurs aussi d'ordre externe, c'est la mondialisation. À partir des années 80-90, donc les défis de la mondialisation qui nécessitent l'ouverture, la constitution des régions fortes, etc. Et aussi sur le plan, à l'échelle nationale, il y avait une influence à l'échelle internationale, il y avait une influence à l'échelle nationale. C'est les nouveaux acteurs qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle les dynamiques centrifuges à travers le monde. Il y a toujours de la décentralisation, etc., à travers, dans les États centrales notamment. La demande ascendante de la décentralisation et de la démocratisation de la vie publique. La mobilisation du mouvement associatif qui milite toujours pour la démocratie locale. Et l'apparition de nouveaux concepts tels que le développement local, gouvernance territoriale, etc. Donc, les pouvoirs publics ont accordé un intérêt particulier, cette fois-ci, pour mener un changement de stratégie de développement et pour donner une certaine réhabilitation à l'aménagement du territoire. D'où l'adoption de la nouvelle configuration, donc, qui est ratifiée par la loi 47/96 organisant les régions. Quelles sont les conditions préparatoires à la mise en œuvre de la région? C'est-à-dire que la région, elle n'a pas commencé, la région de 1996 n'a pas commencé en 1996. Elle remonte d'abord, elle a une relation surtout avec la réforme communale et aussi avec le discours royal de 1982. D'abord, la nouvelle expérience de la réforme communale, et c'est cette réforme en 1976 jusqu'à 1983, il y avait un essai toujours de démocratisation vu l'effet des effets
que nous avons déjà évoqués, les tentatives de décentralisation par le bas, l'apport des attributions plus larges au conseil communal, et puis sur le plan financier, pour donner plus d'autonomie aux communes, il y avait la création d'un certain nombre de fonds. Les critiques qu'on peut accorder sur le plan communal, c'est que ces changements étaient mal articulés avec les desseins de la régionalisation. Donc il n'y avait pas une conciliation entre la logique de la commune avec la logique de la région. Donc plusieurs limites, donc la non-clarification des desseins et des pratiques de la tutelle, les faiblesses et les lacunes de l'encadrement humain, l'insuffisance des moyens matériels et financiers, et aussi l'absence d'un échelon intermédiaire qui est la région. Elle n'est pas forte, il n'existe pas, donc malgré la réforme communale, il fallait une instance entre les deux niveaux, local et national. Aussi le faible niveau de décentralisation qui est très remarqué. Donc ce sont des éléments qui n'ont pas pu résoudre la problématique du développement local et national. Et bien sûr, dans une autre phase, on va assister à des tentatives de remaniement de la région. C'est à travers les plans que je vais discuter ce point. C'est l'essai d'implication de la région dans le processus de développement entre 1984 et 1996. D'abord le discours royal de 1984, qui a remis la région au premier plan de l'actualité. C'est le souhait du souverain de construire des régions à l'image des Länder allemands, qui a constitué une grande ambition politique. Et c'est pour la première fois que la région va exercer, en plus de ses compétences classiques, savoir administratives et financières, d'autres d'ordre législatif. Mais malheureusement, les décalages qui existent entre l'Allemagne et le Maroc sur le plan politique, économique et social et aussi culturel, ils freinent toute tentative de transposition. Ceci va être palpable au niveau du projet de la régionalisation lorsque, surtout avec la constitution révisée de 1992, qui considère la région comme une collectivité locale. Donc ce n'est pas un micro-État à l'image des Länder allemands. Donc ici, l'érection constitue quand même l'érection de la région en collectivité locale. Elle a constitué donc une promotion pour la région au Maroc. Mais la réalisation de cette promotion, parce qu'on est en 1984, on est toujours dans le cadre de cette région, les 7 régions n'étaient pas capables c'est-à-dire de se concilier avec ces objectifs et il fallait donc redécouper le pays en d'autres régions qui vont répondre à ce type de région qui est une collectivité locale. Donc, la nécessité d'un redécoupage et les objectifs donc, de cette réforme régionale étaient normalement la concrétisation de la décentralisation, la promotion de nouveaux pôles de développement et surtout le décongestionnement de l'axe Casablanca-Kénitra qui a constitué le fameux héritage déséquilibrant du pays. Donc la grande réforme politique contenue dans le discours royal du 20 août 1996 a prévu le statut de la région future et donc l'allocution a insisté sur la création d'une deuxième chambre où seront représentées les régions. Ça commence déjà l'idée de l'aspect politique de la régionalisation. La concrétisation, puis voilà, la révision, l'adoption de la Constitution en 1996 aussi, c'est le même scénario qui se répète même actuellement avec la révision de la Constitution actuelle, avec la même expérience, avec l'expérience actuelle. Donc c'est le même scénario presque qui se répète. Donc le facteur politique dans l'évaluation de cette expérience, il va imprimer le redécoupage du pays. La représentativité des régions, il est importante. C'est un aspect de la démocratie, c'est un aspect de la décentralisation, mais
le découpage a été élaboré d'une manière très rapide, sans qu'il y ait consultation élargie avec l'ensemble des partis au Maroc. Donc, généralement, ni les instances politiques, ni les institutions n'ont pu donner leur avis sur ce découpage. Et en plus de ça, la caractéristique au Maroc, c'est qu'il y a un parallélisme au niveau de la gestion. Il y a un parallélisme toujours entre des instances décentralisées et des instances déconcentrées. Donc, ce parallélisme, c'est un défaut au Maroc. On va essayer de voir est-ce qu'il y a possibilité de réduire cet écart et ce parallélisme entre ces deux dans cette expérience-là. Donc, c'est l'une des éléments qui constituent une défaillance dans notre système. Donc, si on veut revenir aux critères de découpage, il y a plusieurs remarques à mettre. C'est que les découpages sont d'ordre général. Des critères qu'on peut appliquer à n'importe quelle région, et dans n'importe quelle région. C'est le caractère standard. Donc, les 16 régions, il n'y avait pas de différence entre les 16 régions. Les particularités de chaque région ne figurent pas parce que ce sont les mêmes critères presque qui ont présidé leur constitution. Donc, aussi une autre remarque qui a été soulevée à cet égard, c'est que le découpage en 16 régions n'avait pas de grande différence avec celui de 7 en matière d'ouverture sur l'extérieur. Parce que 13 régions avaient cette caractéristique, et donc c'est une défaillance pour certains découpeurs. Les défaillances de la conception du découpage de 97. On espère que ces défaillances ne se répètent pas dans cette expérience, dans l'expérience actuelle. D'abord, il y avait l'éloignement de la théorie du développement local. C'est la théorie la plus développée, ce sont des concepts qui ont été soulevés, qui ont été revendiqués, etc. Mais nous avons constaté que la pratique, ou bien même au niveau du découpage de 1997, il y avait cet éloignement de la théorie du développement local. Parce que c'est une théorie qui a été développée dans la plupart des pays du monde, dans les pays développés notamment. Mais le Maroc, il y avait de nouvelles approches de développement local qui ont été développées. Le Maroc a essayé de les appliquer, mais généralement toujours c'est de façon erronée ou bien inefficace. C'est d'abord aussi à l'échelle internationale la remise en cause du rôle central de l'État, qui a marqué toute la scène internationale, la remise en cause des politiques traditionnelles du développement régional, et donc le retour au local était imprégné dans toute la philosophie. La France, par exemple, elle a érigé la collectivité territoriale pour laquelle ont été transférées en 1982 des compétences étatiques, mais il y avait des compétences, la planification régionale, l'aménagement du territoire, la promotion et le développement économique, ce qui n'est pas le cas pour le Maroc, qui souffre toujours du problème de décentralisation et de déconcentration, même si le modèle ici français, ce n'est pas le modèle de référence adéquat que le Maroc doit poursuivre. Donc, c'est toujours ce problème de partage du pouvoir entre l'État et les collectivités locales, il est très lent au Maroc. Je ne citerai pas les caractéristiques du développement local sur le plan théorique. Je passe à préciser que l'organisation régionale a constitué un recul par rapport au discours royal de 1994. Nous l'avons déjà soulevé, les Länder allemands, ce n'est pas la micro-État, c'est une collectivité locale. Donc, dans le texte élaboré, aucun article ne donne l'autonomie et du pouvoir à cette institution. Donc, la région instaurée s'avère incomplète. Il manque toujours la décentralisation politique et administrative. Il manque la déconcentration qui favorise l'élargissement de l'autonomie des collectivités locales. Et le fait de confier au gouverneur du chef-lieu de la région la tâche d'exécution des décisions du conseil régional,
c'était une expérience, ou bien une expression plutôt, qui est claire ici, de la prise de confiance soulevée dans l'expérience actuelle entre le représentatif et l'exécutif. De même, selon l'article 7 de la loi, les compétences de la région ne sont pas déterminées de façon horizontale. Les limites d'intervention de chaque collectivité locale ne sont pas claires. Donc, tous ces éléments, ces ambiguïtés rendent inefficace la région actuelle. En plus, il y avait l'absence de textes législatifs qui permettent à la région d'exercer d'une manière effective ses attributions et qui rendent les compétences de la région uniquement théoriques. Donc, on espère toujours ne pas refaire la même expérience. Donc, la politique des pôles de développement qui a été pratiquée depuis les années 70, elle était aussi derrière la constitution des 16 régions, mais toujours le problème des pôles de développement, c'est une théorie qui est développée dans les pays développés, bien sûr, mais elle a des effets positifs, mais malheureusement, la mise en pratique de cette politique souffre toujours de plusieurs maux et de plusieurs difficultés dans son application au Maroc. Donc, généralement, nous avons dit que les périphéries ne bénéficient pas par rapport au pôle qui est censé pousser les périphéries à être développées. Comme deuxième critique, c'est un découpage qui est basé essentiellement sur des considérations politiques, comme nous l'avons déjà dit. Pour préciser, eh bien, pour donner des précisions exactes, c'est d'abord la réflexion, nous avons dit, elle a été centralisée. La lacune qui a régné pendant l'élaboration du projet de loi de 1996, c'est qu'il y avait dans les discussions des différents partis politiques, c'est les tâches, c'est-à-dire ce qui importe, ce sont les tâches et les compétences de la région et non pas le découpage régional. Sachant bien que le découpage régional constitue la base de l'aménagement du territoire. Si nous n'avons pas un espace bien découpé, l'aménagement du territoire ne sera pas efficace. Donc, le problème, c'était la marginalisation du découpage, sauf quelques observations qui ont été soulevées à cet égard, mais la discussion à l'échelle nationale a porté sur les compétences assignées à la région. Donc, normalement, on dit que la délimitation doit être fixe sur le plan historique parce qu'il génère des gaspillages par la suite. À chaque fois qu'on change les configurations territoriales, ça contribue à un gaspillage. Donc, les 16 régions ont été constituées sur la base de regroupement des provinces. Province plus province plus province, ça donne région. Donc, ce n'est pas une logique qui économique, bien qui vise le développement économique, parce que déjà, le découpage provincial est à revoir. Il y a plusieurs éléments à rectifier dans les provinces, ou bien dans le découpage provincial. Il y avait une adoption hâtive des 16 régions. C'est d'abord, il est considéré comme un cercle d'élection, surtout avec l'application du système bicaméral. Donc, c'est le souci, c'est pour, c'est-à-dire répondre au système du bicaméralisme. Donc, aussi, donc je passe sur ce point. Donc, la logique économique n'existe pas, c'est la logique politique qui prévaut dans ce découpage. Même au niveau des plans, en tant qu'économiste, je reviens toujours au plan de développement, qui normalement constitue un guide pour chaque pays et qui trace la stratégie du pays. Les deux expériences, on peut les évaluer à travers les plans de développement, pour voir quelles sont, ou bien les orientations politiques, ou bien les soucis politiques, ou bien des pouvoirs publics pour réduire les disparités. À travers les plans, normalement, c'est là où on va dégager qu'il y a importance accordée à des régions du Maroc inutiles par rapport aux régions du Maroc utiles ou non. C'est la tendance qui doit prévaloir pour répondre, pour réduire les disparités. Or, il y avait une inefficacité aussi des mesures pour répondre ou bien pour réduire les disparités pendant les années 70 et 80, pour la première expérience.
Le plan quinquennal, lorsque j'ai étudié ces plans, j'ai constaté que les cadres territoriaux des actions sont moins les régions que les provinces. C'est-à-dire, c'est toujours la province qui prévaut, ce n'est pas la région qui constitue la référence. Les régions, ou bien les provinces constituent la cible appropriée et non pas la région. Le plan triennal manque de moyens humains et financiers. L'absence d'une vision claire d'aménagement du territoire pour décongestionner l'axe Casablanca-Kénitra. Réalisation de quelques études régionales, c'est le positif peut-être dans ce plan. Le plan quinquennal qui a poursuivi, il y avait des essais de réduire les disparités régionales à travers les codes des investissements, à travers les zones, le découpage, les zonages, et la création des zones d'investissement. Mais cette mesure était timide face à la gravité du phénomène de concentration qui existe sur la carte géographique du pays. Pour le plan d'orientation 88-92 aussi, il y avait un essai de fortifier la région. Mais toujours, ce n'est pas dans la mesure du souhait. Il y avait le renforcement, bien le souci de renforcer la planification régionale, parce qu'on est conscient qu'on se base seulement sur une régionalisation du plan. Le retour à la planification régionale nécessite que chaque région ait son propre plan, ce qui n'existe pas au Maroc, sauf pour quelques régions qui ont pu donc adopter des plans. Donc, la tendance de créer une planification régionale n'était pas poursuivie parce qu'il n'y avait pas de politique claire en matière de développement régional. C'est aussi donc, la mise en pratique de 16 régions. Nous avons constaté l'expérience ici jusqu'à la réflexion actuelle du projet, c'est 17 ans de mise en pratique de 16 régions pour passer d'une régionalisation naissante à une régionalisation avancée. Les éléments qui me restent, c'est à partir du projet de 16 régions. J'ai quelques remarques, je crois, parce que je voulais les laisser jusqu'au débat pour donner la parole, ou bien je continue. Je laisse à réduire, je ne sais pas, donc voilà, j'ai quelques éléments je vais essayer de passer vite sur ce point et le laisser à la discussion s'il y a une nécessité. Donc, nous avons constaté actuellement qu'il y a le lancement de 12 régions. D'abord, il y a une réduction des régions de 16 à 12, c'est presque 25% de réduction. Théoriquement, sur le plan économique, il y a un débat sur l'adoption. Est-ce qu'il est préférable d'adopter une grande région ou bien une petite région? Chacune sur le plan économique a un rôle, a une vocation. J'ai même fait donc une différence entre les deux, la grande et la petite région. Donc vers la fin, vous pouvez constater que la grande région, il vise l'exécution de projets sectoriels ou d'organisation urbaine, etc. Par contre, la petite région, elle se spécialise dans la réalisation de projets très localisés, ce qui fait que les deux, pratiquement, ils se complètent. Mais il y a la possibilité de dégager de grandes régions et d'élaborer de grandes régions, avec la possibilité de zonage et de la pratique des découpages infrarégionaux, il est possible toujours de constituer des petites régions. Donc, la possibilité d'élargir, bien de réduire encore le nombre de régions, il est toujours possible sur le plan économique. Il y avait la discussion sur la région de Dar'a Tafilat qui suscite des réactions différentes, voire contradictoires dans ce projet. Mais pour certains spécialistes, et surtout même au niveau du rapport de la commission consultative, s'il y a l'éloignement, c'est-à-dire l'éloignement de ces régions ne constitue pas une entrave, mais vu qu'ils ont les mêmes problèmes, c'est possible de les constituer sous forme de régions. Et donc, ceci nécessite normalement des moyens financiers énormes. C'est la garantie du succès de cette région d'Artafilat. Mais faute de ça, il y aura l'échec. La contrainte culturelle est aussi omniprésente. C'est le cas ici c'est la dernière idée, c'est le cas ici pour la région
bipolaire de Fès-Meknès, c'est-à-dire le problème de désaccord qui peut exister entre les pouvoirs sur le plan au niveau de la gestion entre la population de Fès et la population de Meknès. Donc il faut qu'il y ait un traitement réfléchi et d'une manière démocratique résoudre le problème de conciliation entre les deux. Et je vous remercie, je m'excuse pour le temps que j'ai dépassé et je donne la parole à Sylvie.